Avant d'attaquer la table ronde collectivité et OGEC main dans la main, avec Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de la métropole toulousaine qui nous a rejoints, Thomas Dedieu qui est le directeur général adjoint du département de l'Aveyron, Morgan Tellier qui est le maire de Nègrepelisse et président de la communauté de communes Quercy-Vert-Aveyron. Désolé Philippe Delorme, c'est pas le Cantal. Hein. Pierre-Vincent Guéret, le président de la FNOGEC, et Pierre Marsollier, le secrétaire général de l'enseignement catholique. Je vous propose de voir... Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pour voir si vous écoutiez, c'est bien. J'ai réussi. Bien. D'accord. Alors, je vous propose de voir, pour commencer, une petite vidéo qui répond à la question « Qui sommes-nous » et après, je mettrai à contribution Stéphane Ponchon pour qu'il nous donne un certain nombre d'éléments qui permettent de dire de quoi on parle quand on parle de l'enseignement catholique, quand on parle des OGEC en France. Voilà, on regarde la vidéo ensemble. On va la regarder. On me fait signe que non, il n'y a pas de vidéo. Bon, alors, je retire ce que j'ai dit, je rembobine, et on va enchaîner avec Stéphane Ponchon. Là, c'est possible? C'est bon pour Stéphane Ponchon? Non, mais je regarde la régie. Il y a le doc, c'est bon. Allez, Stéphane, c'est à vous. Ok. Peut-être. Voilà. Alors, je vais essayer simplement de donner quelques indicateurs à partir de chiffres clés sur l'enseignement catholique que nous partageons tous, qui sont ceux du secrétariat général et de la Fédération nationale. Mais je pense que ça fait du bien de les rappeler pour savoir un petit peu de quoi on parle. Et avant ça, je voudrais redire ce qui a été rappelé par les différents intervenants, c'est que l'enseignement catholique, c'est un acteur privé au service d'une mission de service public d'éducation. Et à ce titre, c'est un acteur engagé dans l'animation des territoires, et ça c'est très important de le rappeler, puisqu'aujourd'hui certains nous le dénient un petit peu, et que finalement le thème de ces journées nationales, OGEC, chef d'établissement, tutelle, collectivité, main dans la main, c'est un peu le cœur de la loi de Bray en fait, et du contrat d'association, et qui permet des acteurs comme l'enseignement catholique, avec un projet spécifique basé sur la personne, de participer en fait à cette mission de service public. Et c'est un projet qui doit quand même intéresser un certain nombre de monde, qui doit répondre véritablement à une attente, puisque ce sont plus de 2 millions d'élèves sous statut scolaire dans l'enseignement catholique, et un peu plus de 50 000 apprentis, dont un cinquième pour l'enseignement agricole. Ce sont aussi un certain nombre d'adultes qui sont là pour encadrer ces élèves, pour les accompagner. Ce sont 218 000 personnels, dont 133 000 enseignants, et plus de 85 000 salariés OGEC répartis dans les différents métiers, les différentes fonctions de nos établissements, la plus grande partie étant sur la vie scolaire, l'éducation et la pédagogie. Ce sont aussi, on l'a rappelé, et vous êtes là pour le rappeler aujourd'hui, plus de 30 000 bénévoles engagés dans 4 600 OGEC et 80 fédérations régionales et départementales, nos UROGEC et nos UDOGEC. Et sans les bénévoles, sans vous, ça ne fonctionnerait pas. L'enseignement catholique, ce sont 7 190 établissements, avec une grande majorité d'écoles, 4 343, 1 569 collèges, 1 106 lycées et 172 lycées agricoles. Ce qui est important dans nos établissements, c'est de noter que ce sont des établissements de petite taille ou de moyenne taille, ce qui fait certainement partie en fait, de leur succès et du projet de l'accompagnement que permettent en fait, ces structures. Je voudrais simplement attirer l'attention sur un chiffre, et je reviendrai souvent sur la situation des écoles.
sur l'encadré, là, en pointillé, c'est que plus de 70% de nos écoles sont vraiment des toutes petites structures qui vont de 1 classe à 8 classes. Et que dans les écoles de 1 à 3 classes, ça représente déjà presque 20% de nos établissements. Les écoles de 4 à 5 classes, 24%. Et les écoles de 6 à 8 classes, 26%. Donc c'est énorme, ce sont vraiment en premier degré des petites structures. Et ça veut dire que le modèle économique de ces établissements reste précaire. Justement, quand on parle de modèle économique, on parle de ressources dans l'enseignement catholique, hors masse salariale des enseignants, qui représente à peu près 8 milliards d'euros. Les ressources, c'est 6 milliards d'euros. Alors, rapporté à l'élève, gardez ce chiffre en tête parce que je vous en donnerai un à la fin qui est intéressant. Rapporté à l'élève, donc c'est une moyenne, c'est très indicatif. Ces 6 milliards d'euros, ça représente 2 906 euros par élève comme ressources. Ces ressources, elles sont pour un tiers assurées par en fait des ressources publiques et pour 2 tiers par des ressources privées. Si on regarde le détail des ressources privées, on s'aperçoit qu'en fait les fameuses contributions familiales correspondent à la moitié, à un tiers en fait. Et que ce n'est pas finalement ce qui coûte le plus cher aux familles. Vous avez dans le tableau complètement à gauche les contributions familiales moyennes annuelles. Donc on part de 466 euros en maternelle jusqu'à 1239 euros en lycée général pour le plus haut. Ce qui est beaucoup plus intéressant de voir dans ce camembert et dans ces tableaux, c'est que finalement ce qui double le prix d'une scolarité dans nos établissements, ce n'est pas une découverte, hein, mais ce sont des chiffres, ce sont tous les services annexes que sont en fait l'étude, la garderie et la restauration. Je me suis amusé à faire un petit calcul, c'est une projection. Dans le tableau du milieu, donc dans la colonne de droite, vous avez le prix unitaire moyen facturé aux familles dans nos établissements pour la restauration. Si on projette en fait sur 144 jours de classe, ce coût moyen, ça donne la colonne du milieu, alors 748,80 en maternelle, et qui va jusqu'à 1003 euros pour les plus élevés en lycée général. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'effectivement, pour un enfant qui déjeunerait tous les jours, en second degré, on double systématiquement en fait la contribution familiale, mais ce qui est pour moi un point de vigilance particulier, c'est qu'en fait en premier degré, le rapport est de 2,6 entre les contributions familiales et le coût des services annexes. Je prends l'exemple des maternelles, première ligne, 466 euros de contribution moyenne annuelle. Si l'enfant déjeune tous les jours, c'est 748,80 euros. Donc c'est un chiffre qui est important parce que pour les familles, le poids est là. Et que s'il y a peut-être des choses à trouver ou à réfléchir avec les collectivités, c'est au sujet de ces services. Et puis, dernier élément, les ressources publiques, donc pour un tiers, ce sont évidemment principalement les forfaits. Alors, en second degré, il y a un forfait État. Donc là, vous avez en fait des chiffres moyens qui correspondent à l'étude qui avait été faite l'année dernière, il y a exactement un an, qui avait été publiée par la FNEGEC sur en fait les forfaits au niveau national. Donc vous avez à chaque fois la moyenne nationale. Donc pour les lycées généraux, par exemple, et technologiques, vous avez un forfait État, donc avec il y a différents forfaits, mais j'ai pris le forfait moyen. Et puis vous avez le forfait moyen de la part des collectivités, donc là les régions. Et ce qui est beaucoup plus intéressant que le forfait moyen, c'est de voir la fourchette en fait, de ces forfaits. Donc pour la région, on va de 650 euros à 1058. Pour les lycées professionnels, même chose, le forfait État, le forfait des moyens régional, avec une fourchette qui est la même que pour les lycées généraux et technologiques. En collège, donc on a le forfait État, mais avec les 80 premiers élèves et puis à partir du 81e élève. Et puis les forfaits départementaux, avec donc une moyenne de 636 euros, mais une fourchette qui va de 378 euros à 1182. Et puis le pompon, c'est évidemment en premier degré, avec les écoles maternelles et élémentaires. En maternelle, donc on a un forfait moyen de 1149 euros, avec un écart qui va de 107 euros à 2833. Et même chose pour l'élémentaire, puisqu'on a un forfait moyen de 626 euros, avec une fourchette de 107
à 2265. Moi, je trouve que voilà, ces chiffres sont importants. Et je vais terminer sur le dernier chiffre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour les ressources, 6 milliards d'euros rapportés à l'élève, c'est 2906 euros. En charge, si toute charge cumulée consolidée, en fait, le coût de l'élève en charge, c'est 2878 euros. Ça veut dire que la différence à l'élève, elle est de 28 euros. Il n'y a pas de trésor caché dans l'enseignement catholique. C'est 28 euros, c'est ce qui permet tous les investissements. Voilà. Merci. Merci pour cette photographie très synthétique et très éloquente. Et on passe maintenant à la table ronde pour laquelle j'invite à me rejoindre Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Morgan Tellier, qui est le maire de Nègrepelisse et président de la communauté de communes Quercy-Vert-Aveyron, Thomas Dedieu, qui est le directeur général adjoint du conseil départemental, du département de l'Aveyron, pour être précis, Pierre-Vincent Guéret, que je ne vous présente plus, pas plus que Pierre Marcelier, qui est délégué et non pas secrétaire général de l'enseignement catholique. Messieurs, si vous voulez bien vous installer. Excusez pour la parité, on fera mieux la prochaine fois. Installez-vous. On va commencer avec les représentants des collectivités. Jean-Luc Moudenc, Morgan Tellier et puis Thomas Dedieu. Vous avez entendu les éléments portés à votre connaissance par la FNOGEC sur la nécessité d'entretenir des relations constructives au quotidien avec les collectivités. Les choses dans l'ensemble se passent plutôt bien, même s'il y a quelques vents contraires dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que vous, en tant que collectivité, vous y trouvez votre compte? Moi, j'ai bien aimé les démonstrations qui ont été faites notamment par Philippe Delorme pour dire que finalement, on coûtait beaucoup moins cher et dans les temps difficiles que nous traversons, Jean-Luc Moudenc, c'est plutôt positif, mais est-ce que vous-même, vous ressentez la relation avec les établissements privés catholiques comme étant quelque chose de constructif et qui fonctionne bien? Oui. C'est bon, il marche automatiquement. Voilà, le micro fonctionne, mais la relation aussi. Pour répondre à votre question, hier soir, j'avais le plaisir de recevoir, non pas tous les congressistes, mais tout de même une forte délégation, 2 tiers environ, Monsieur le Président. Ça désillustre et j'ai dit effectivement qu'à Toulouse, nous avions une relation de travail positive et sereine et que la philosophie de l'action municipale que j'anime avec mes collègues, c'est l'idée de l'équité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le tri entre les petits Toulousains selon qu'ils sont dans le secteur public dont nous avons la charge dans les limites que la loi nous a assignées pour les écoles maternelles et élémentaires, et dans le secteur privé, et notamment l'enseignement catholique, puisque l'enseignement catholique représente la plus grande partie du secteur privé ici. Sur 23 établissements, 18 relèvent des organismes de l'OGEC. Ça représente 5300 élèves sur 5900 qui sont dans le secteur privé, étant entendu que sur l'ensemble de Toulouse, il y a environ 40 000 élèves scolarisés au premier degré, c'est-à-dire que ça représente 13% de l'enseignement catholique, donc tout ça n'est pas négligeable. Et donc nous avons mis en œuvre la loi Blanquer, qui il y a quelques années a redéfini les contours du forfait communal, avec une mise à niveau, une remise à niveau pour les classes maternelles, puisque pour l'élémentaire c'était déjà réglé. Ça s'est traduit par un effort important. Nous, quand on a mis la collectivité en conformité avec la nouvelle loi, ça représentait une augmentation de 59% du budget dédié. Donc ce n'est pas rien.
et ça représente un petit peu plus de 6 millions par an. Et puis, en dehors de ce que la loi prévoit, c'est-à-dire le forfait communal, j'ai souhaité aussi que sur un tas d'autres choses qui ne sont pas comprises, par exemple? Je pense l'accès aux équipements culturels, l'accès aux équipements sportifs. Là aussi, il y ait une totale identité dans les conditions d'accès, que le petit Toulousain vienne du secteur privé ou catholique ou qu'il vienne du secteur public. Donc cela engendre des relations sereines. Parfois, il y a eu quelques questions financières à régler, notamment lorsque l'on a évolué dans le nouveau système. Mais je dois le dire, il y a toujours eu, et j'en remercie les responsables de l'enseignement catholique ici, il y a toujours eu une volonté d'être positif, d'avancer. Ce qui fait qu'il y a une relation sereine. Alors évidemment, au conseil municipal, il n'y a pas unanimité là-dessus, chacun le comprend bien. Il y a parfois des crispations politiques et idéologiques avec des idées que je considère pour ma part des idées d'un autre temps. On va y revenir. Mais voilà, les choses, globalement, ne font même pas l'objet de polémiques dans le débat public toulousain. C'est-à-dire que nos opposants, une partie d'entre eux, ne votent pas particulièrement cette disposition-là. Mais, bon, n'en font pas non plus tout un fromage, dirais-je. Ce qui fait qu'on peut dire que, de ce point de vue-là, l'enseignement catholique ici à Toulouse n'est pas pris dans une tourmente politique, n'est pas objet d'une instrumentalisation, pour ou contre d'ailleurs, à caractère politique, et c'est très bien comme ça. On va s'intéresser à ce qui se passe en Aveyron, Thomas Dedieu. Vous êtes le directeur général adjoint du département. Vous êtes en relation avec les OGEC du département dans un territoire où l'enseignement catholique est présent en force. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que vous faites l'objet de pression sur le thème le public, l'argent public doit revenir au public? Quel est votre regard sur les relations avec les OGEC de l'Aveyron? Très bien, ça fonctionne, oui, parfait. Bon, déjà, je vous prie d'excuser le président Arnaud Viala, qui n'a pas pu malheureusement venir, et donc je tâcherai de représenter, dans la limite de mes fonctions, bien entendu. Donc, oui, en Aveyron, effectivement, c'est une spécificité en France. On est parmi les plus hauts niveaux de proportion d'élèves dans le privé, même si en nombre, c'est pas forcément le cas. Je crois qu'on est au niveau de la Loire-Atlantique et de l'Ille-et-Vilaine, je crois, j'ai entendu récemment. Donc c'est une spécificité. On a par exemple autant de collèges publics, enfin, il y a 22 collèges publics pour 20 collèges privés, donc avec une proportion de 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers dans le privé et 2 tiers dans le public. Donc, ils sont en bonne santé, ils sont en forme? Ils sont en bonne santé, oui, a priori tout va bien. Notamment à l'Aïol, puisque j'ai entendu dire que c'était très constructif, mais ça fait encore partie de l'Aveyron, voilà, et à l'Aïol, il y a un collège privé, effectivement, qui contribue au maillage territorial. J'y reviendrai après parce que c'est un élément important. Donc oui, il y a une relation constructive, oui, ça se passe bien. Je rebondis sur les propos de monsieur le maire, y compris sur le vote en commission permanente ou en assemblée départementale, où il n'y a pas de débat véritablement polémique fondamentale. Donc ça se passe bien. Quelques piques régulières de la part de certains partis pris dans notamment des conseils type CDEN, etc. Mais ce qui est, on va dire, assez classique, assez normal. Mais globalement, là, une attitude, on va dire, apaisée en Aveyron. Les critiques sont marginales, donc. Oui. Elles n'ont pas d'effet sur le fonctionnement. Non, pas du tout. Il n'y a pas de contestation lorsque vous venez en aide à un établissement qui a besoin de rénovation. Et je pense que la raison fondamentale, c'est que on a une trajectoire démographique en Aveyron qui est compliquée. C'est des territoires ruraux notamment, et on n'est pas les seuls. Mais du coup, le maillage territorial et l'accès à une offre éducative proposée par le privé, elle complète celle proposée par le public. Et si on ne l'avait pas, ça créerait une véritable problématique. Alors, on a ouvert un nouveau collège sur le Larzac en 2023, mais enfin, ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas construit de collège et on n'a pas prévu d'en construire d'autres. Donc, cette complémentarité dans l'offre éducative, c'est une réalité héritée de l'histoire, notamment,
Et c'est une réalité qui est appréhendée par la population de façon assez normale, en fait. Alors à vous, Morgan Tellier, alors vous êtes le maire de Nègrepelisse. On va tout dévoiler, vous êtes élu socialiste, hein, vous étiez d'ailleurs suppléant de la candidate aux législatives de Tarn-et-Garonne. Vous avez une position très claire. Pour vous, il y a égalité de traitement entre le public et le privé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passent les relations entre votre municipalité et l'établissement privé de Nègrepelisse, qu'il faut rappeler est une commune de près de 6000 habitants, hein, sans compter la communauté qui est importante autour. Oui, bonjour à tous. Effectivement, si Toulouse, on arrive à bien le repérer sur la carte, l'Aveyron aussi, Nègrepelisse, c'est une petite commune de 6000 habitants dans le Tarn-et-Garonne, au nord de Montauban. Et j'apprécie d'être sur cette table ronde puisque ça permet d'exprimer aussi la vision de toutes les strates et de tous les niveaux de collectivité qu'un maire ou qu'un président d'Interco représente, puisque qu'on soit M. Moudin, maire de Toulouse ou maire de Nègrepelisse, on a les mêmes prérogatives et les mêmes obligations. Et merci à l'AFNOGEC de le permettre. Vous parlez d'égalité de traitement sur la commune de Nègrepelisse. Je reprendrai les mots de monsieur le maire de Toulouse. C'est plus l'équité de traitement qui m'apparaît la plus importante. Les relations entre la collectivité et l'OGEC et l'établissement de Nègrepelisse, puisque nous avons un petit établissement qui correspond d'ailleurs à la moyenne des établissements de France sur l'élémentaire, sont très très bonnes. Alors comment on satisfait à cette équité? Comme vient d'être dit par mes collègues, par le respect de la loi, et notamment la loi Blanquer, mais également le respect du décret présidentiel du 30 décembre 2019 qui permet aux collectivités normalement d'assurer le versement du forfait communal comme il se doit, notamment au niveau maternel. Alors pourquoi je parle de ce décret présidentiel? Parce qu'il prévoyait que l'État vienne compenser le delta mis par les collectivités sur le forfait maternel. C'est pas toujours simple, les relations avec l'État, mais à force de combat, on y arrive. Et au bout de 4 ans, la commune de Nègrepelisse a réussi à obtenir le delta qui lui était dû. Donc pour une petite commune de 6000 habitants, mais ça représentait quand même 240 000 euros. Donc c'est pas rien. Et maintenant, on est sur un schéma pérenne qui va permettre à la commune d'obtenir en ressources de l'État 80 000 euros et donc d'assurer la pérennité notamment du forfait communal. Parce que oui, ça pèse sur des finances d'une collectivité, mais ça a été dit par les personnes qui ont pris la parole, notamment le président et le secrétaire général. Non, ce n'est pas plus cher ou moins cher que de voir un enfant dans une école publique ou dans une école de l'enseignement catholique. C'est la nécessité d'être complémentaire. Ce n'est pas de la concurrence, c'est une complémentarité qui doit s'entendre sur un territoire. Et comme vient de dire le directeur général des services adjoints de l'Aveyron, ça permet à une collectivité de pouvoir assumer l'accueil de tous les enfants en partant sur la base du libre choix. Pour la partie un peu plus politique, Nègrepelisse, quelle que soit l'obédience qui est à la tête de la commune, n'a jamais connu de polémique au sujet du financement de l'école. Ça ne date pas de mon mandat, ça a été installé par mes prédécesseurs et c'est historique puisque souvent les établissements d'enseignement catholique ont une histoire et un vécu sur les communes dans lesquelles elles sont implantées. Et à Nègrepelisse, ça n'a jamais été une question polémique et encore moins politique, et tant mieux. Alors, oui, non, Pierre-Vincent Guéret, Pierre Marcelier, si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas. Mais je vais enchaîner en attendant avec une question très concrète, qui est un d'ailleurs des thèmes de ces journées nationales et sur lesquels beaucoup de bénévoles des OGEC sont mobilisés, c'est la question de la restauration scolaire.
Comment vos collectivités, vos 3 collectivités, s'organisent-elles pour aider les OGEC à garantir des repas de qualité à un prix très contenu? Comment vous faites? On commence par vous, Morgan Tellier. Alors comment je fais? J'en ai pas trop, j'ai pas trop de réponse à cette question parce que ça se fait depuis longtemps. Je doute que c'est pas vous qui faites la cuisine. Alors bon. Voilà, d'une part. D'autre part, je suis pas naïf et je vis pas au monde des bisounours, mais j'ai été particulièrement surpris par les chiffres qui ont été projetés et notamment le coût important que représente la part restauration. Et donc, ce n'est pas une part facultative, hein. C'est une nécessité que d'avoir droit à accès à la restauration. Et j'ai été, je vous le dis, surpris par les chiffres. Pourquoi? Parce que dans ma commune et dans les communes alentours d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire intercommunal que je préside, ça se fait de manière complètement équitable. À Nègrepelisse, les enfants de l'enseignement catholique ont accès exactement aux mêmes repas et aux mêmes conditions que ceux de l'enseignement public. À un coût, je me pose la question à chaque fois, est-ce que le coût que je propose est maîtrisé? Et quand je vois les chiffres annoncés, oui, il est plus que maîtrisé, puisque le repas le plus élevé à Nègrepelisse, puisqu'on fonctionne par quotient familial, il est de 2,65 €. Et donc, je suis... Qu'est-ce qu'on a dans l'assiette pour 2,67 €? On a dans l'assiette tout ce qu'il faut et on respecte évidemment toutes les obligations. Et c'est vrai que ça a été dit par le président de la FNOGEC, si parfois les marchés publics sont un peu plus compliqués pour nos collectivités, on y arrive quand même. Et en fait, on propose que des mets locaux à nos enfants. Et toute la cuisine est faite maison, surtout, par une cuisine centrale. Et l'école est livrée par... La cuisine centrale de Nègrepelisse. De Nègrepelisse, avec que des agents communaux qui propose une cuisine très locale et faite maison. Et la liaison chaude pour l'enseignement privé est assurée par les agents communaux. À noter que 2,65 €, je l'ai dit, c'est le prix maximal, mais la commune de Nègrepelisse a souscrit au dispositif de la cantine à 1 €, ce qui fait que la plupart des enfants publics et privés bénéficient de la cantine à 1 € en fonction de leur quotient familial. Bravo. Bravo pour cette approche. Jean-Luc Moudinque, êtes-vous aussi vertueux que Morgan Tellier? La situation n'est pas la même. Non, la situation n'est pas la même. D'abord, je rappelle la loi. La loi ne fait aucune obligation aux communes de ce point de vue-là. Nous participons à la restauration scolaire des écoles publiques qui sont sous notre autorité. Nous avons 212 écoles publiques, un petit peu plus qu'à Nègrepelisse. Nous accueillons tous les jours 34 000 élèves et nous avons donc des cuisines centrales qui fabriquent tous les jours 35 000 repas, à la fois pour les enfants des écoles et pour les restaurants seniors solidaires, qui sont une particularité à caractère social de la mairie de Toulouse. Grosso modo, le coût, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, hein, le coût réel du repas est autour de 8,5 €. C'est un repas évidemment équilibré et contrôlé par des nutritionnistes. 8,5 €. 8,5 €, c'est le coût réel. D'accord. Pour la collectivité. Oui. Hein, le repas coûte 8,5 €. Évidemment, nous ne le facturons jamais 8,5 €. Nous avons mis en place, il y a maintenant pas mal d'années, une contribution selon les revenus. Il y a 10 échelons. Et la contribution la plus faible, c'est 1,10 €, avec une réduction lorsqu'il y a des fratries. Et la contribution la plus forte, c'est 6,5 €. Donc, dans tous les cas, quand je dis la contribution, c'est le coût pour les familles. Je distingue du coût réel
du service qui est proposé. Ce qui fait qu'en moyenne, les familles assurent un peu moins de 30% du financement du coût réel et la collectivité assure 70% du financement du coût réel, ce qui, à l'échelle d'une grande ville comme Toulouse, représente, vous vous en doutez bien, des budgets considérables. Nous avons toute une chaîne du froid pour fabriquer les repas et nous passons la matinée à livrer les 212 écoles de Toulouse, ce qui est une véritable noria, vous vous en doutez. Voilà. S'agissant donc des écoles, des établissements catholiques de la ville de Toulouse, chacun est autonome et chacun a choisi son mode de fabrication des repas. Moi, je ne suis pas du tout hostile à ce qu'il y ait une coopération, bien sûr, avec les établissements. D'ailleurs, pour dire la vérité, sur les 18 établissements, il y en a un qui est actuellement en discussion avec nous pour voir comment il pourrait s'appuyer sur les cuisines centrales de la ville pour, je dirais, ses propres besoins de restauration. Évidemment, tout ça réclame une discussion sérieuse parce que nous, il faut que l'on organise la fabrication, il faut qu'on ait suffisamment d'agents. Nous avons développé depuis maintenant plusieurs années toute une politique extrêmement volontariste pour que les produits que nous utilisons, à défaut d'être faits maison, soient des produits issus de l'agriculture de la région. On a, je dirais, recentré nos circuits d'approvisionnement et donc on a un taux de produits bio, labellisés, authentiques, tracés, qui est supérieur aux exigences de la loi. Et nous avons, depuis 2014 que je suis aux responsabilités, nous avons établi un certain nombre de contrats de coopération avec des intercommunalités à caractère rural pour que justement, elles sont en contact des filières, on puisse orienter vers la commande publique toulousaine davantage de produits locaux et donc faire en sorte que ces besoins très importants que nous avons profitent aussi à l'économie locale et à nos agriculteurs plutôt que des produits venant de très très loin. J'ai été un petit peu effaré, je dois vous le dire, lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 11 ans et que l'on m'a dit d'où venaient les produits d'autres pays lointains, d'autres continents. Et j'avais du mal à imaginer qu'on pouvait les faire atterrir dans l'assiette des petits Toulousains. Pourtant, c'était la réalité. Deux exemples pour illustrer mon propos. Donc, depuis quelques années, quand les petits Toulousains consomment du veau, il vient du Gers. Et là-dessus, on a travaillé avec nos interlocuteurs collègues qui eux-mêmes ont travaillé avec les professionnels. On a pu sauver d'ailleurs l'atelier de découpe de Auch qui allait fermer grâce à cette commande qui représente un volume de revenus garanti. Et puis nous avons, à titre d'exemple également, cette fois-ci l'agneau. L'agneau, depuis quelques années, il vient du Comminges. Et là aussi, c'est à partir d'une coopération que nous avons établie avec l'intercommunalité Cœur de Comminges. Voilà. Donc nous essayons de multiplier ces coopérations. Ce n'est pas évident, parce que derrière, il faut que les filières répondent à hauteur de nos besoins, qui sont considérables. Et souvent, elles-mêmes, ces filières-là, elles ont des difficultés. Je n'ai pas besoin de vous le décrire. Donc nous sommes dans cette idée, effectivement, de produits régionaux et de qualité. Et puis après, pour l'enseignement catholique, moi, je suis ouvert à ce qu'on travaille. Et si on peut faire bénéficier, je dirais, de notre masse critique les établissements catholiques, j'y suis prêt, mais ça réclame un travail très très fin, parce qu'évidemment, je ne souhaite pas alourdir les coûts de la collectivité. Hein. On n'est pas là pour parler de ce sujet, mais... on en dira un mot tout à l'heure. Mais tout le monde ne se rend pas compte, mais la situation financière de l'État étant, comme on le sait maintenant, dramatique du point de vue des finances publiques, la contribution financière, la ponction n'a jamais été aussi importante. On avait gueulé en 2014-2015 contre la baisse des dotations aux Landes. Ça n'avait jamais été aussi drastique pour nous. La vérité, c'est qu'aujourd'hui,
on est dans une baisse de ressources ou une contribution supplémentaire, puisqu'il y a une conjugaison des deux, qui, en impact financier, je ne sais pas Nègrepelisse, mais ici, c'est pratiquement le double. Avec le PLF Barnier, on nous ponctionnait de 70 millions d'euros sur la collectivité, c'est-à-dire mairie, métropole. Avec le PLF Bayrou, c'est 50 millions d'euros, donc c'est un peu moins douloureux, mais c'est quand même très très fort. Et puis, puisqu'on a maintenant un gouvernement qui dit la vérité, on m'a clairement dit, j'étais dans le bureau de François Bayrou il y a 10 jours, on m'a clairement dit, oui, pour l'an prochain, on va discuter, puisque cette année, il n'y a pas eu de concertation, mais bien évidemment, ça sera une contribution au moins égale à celle de cette année. Les besoins sont supérieurs et bien sûr, il va falloir vous habituer à ce que cette contribution, cette ponction soit reproduite chaque année. Et effectivement, on comprend bien que le déficit de l'État est à un tel niveau que les finances de la nation ne vont pas être redressées à 1 ou 2 exercices, mais ça veut dire, et je commence à le dire à mes opposants, bon, promettre la lune, promettre des gratuités, c'est sympathique, mais à un moment quand même, il va falloir être sûr de ne pas raconter des histoires à nos concitoyens et de financer les choses, parce que le prochain mandat va être d'une dureté financière totalement inédite. On va devoir reformater à la baisse nos services pour pouvoir les continuer. La condition de la continuité des services publics que nous devons assurer, et on est attaché à nos services publics de proximité, autant de nos concitoyens, c'est de les reformater. Et de les reformater évidemment à la baisse, de les reconditionner. Et je pense que la plupart des Français qui sont fâchés avec les questions économiques et financières, la plupart des Français, je pense, ne réalisent pas le choc financier qui est en train de percuter nos collectivités, quels que soient les niveaux d'ailleurs. C'est les communes, les intercommunalités encore plus que les communes, et évidemment les départements et les régions aussi. Pierre Marsollier, très intéressant ce que vous nous avez expliqué, Jean-Luc Moudenc. Avant d'aller dans les cuisines de l'Aveyron, j'aimerais bien avoir une réaction de Pierre Marsollier ou Pierre-Vincent Guéret sur les regards exposés par Jean-Luc Moudenc et Morgan Tellier, 2 hommes qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques, mais qui en tout cas, dans leurs fonctions respectives, s'attachent à défendre, je dirais, pas défendre l'enseignement catholique, défendre les enfants qui fréquentent ces établissements. Et la nuance est importante. Pierre Marsollier, une réaction. Deux types de remarques. Je n'ai pas à saluer ou à apporter des satisfecits, etc. Mais c'est évidemment extrêmement intéressant ce qui est ici présenté et présenté concrètement. Peut-être souligner un peu en amont, et ça peut rejoindre les questions financières et d'avenir qui viennent d'être décrites. Il me semble que, au-delà de la question de l'équité, de l'égalité de traitement, il y a une possibilité forte de dialogue entre nous, parce que nous avons une conception de l'action publique qui se ressemble. C'est-à-dire qu'il y a des points communs un peu fondamentaux entre nos manières de faire et les manières de faire des collectivités territoriales, qu'à mon avis, on n'exploite pas assez. Vous pensez à quoi? Alors, j'y viens. Le gros mot, ce serait subsidiarité. Mais je pourrais dire peut-être circuit court, puisque des choses viennent de nous être présentées aussi dans la proximité. La libre administration des collectivités territoriales, auxquelles elle est attachée, et nous, l'exercice que nous faisons de la liberté de l'enseignement, ont des points communs. Ces points communs, c'est l'État n'a jamais su faire tout seul, et d'ailleurs c'est mieux quand il ne fait pas tout seul. Donc voilà quelque chose que nous avons en commun. Voilà. De la même manière,
cette idée de proximité, la recherche de solutions pragmatiques, comme on va plutôt vers le Gers ou vers la Comminges pour trouver une solution avec d'autres collectivités. C'est ce que font nos établissements quand ils se mettent en réseau, quand ils inventent quelque chose dans des partenariats, soit avec les collectivités, soit avec une école publique, soit évidemment à l'intérieur même de ce réseau. Voilà, cette liberté capitulaire qui a été évoquée hier soir par Pierre Vincent et auquel les Toulousains sont très attachés, elle est très proche de nos manières de faire, de notre action qui intervient sous la forme associative et dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons, voilà, ça c'est pour le chapeau. Pas trop long, hein, le reste, s'il vous plaît. Oh, juste un point de précision, parce que j'ai peur de l'oublier après, et puisqu'on a évoqué les questions financières. C'est évidemment tout à fait juste de rentrer par l'équité et par la parité en matière de fonds publics, enfin de contributions et de concours publics. Il y a une entrée qu'on ne met pas assez en valeur, qui est la question, et qui est dans le droit, qui est la question de la gratuité de l'enseignement dans ce pays. Les textes disent que le régime, pour les classes placées dans le régime du contrat, le régime de l'externat simple est la gratuité. Nous sommes dans cette situation où nous n'avons pas le droit de demander à des familles une contribution financière pour la partie enseignement de leurs enfants chez nous. C'est interdit. Et donc, comment c'est possible? Ça n'est possible que si le forfait est à la hauteur de la dépense d'enseignement. Parce que sinon, on vient leur réclamer quelque chose en matière d'enseignement, auquel vient s'ajouter, et on a vu avec quelle lourdeur, auquel vient s'ajouter les besoins de services externes, et en particulier celui de la restauration. Donc si on veut tenir les promesses d'équité et d'ouverture à tous, voilà. Mais on peut trouver des solutions ensemble. Merci pour ce témoignage, Pierre Marcelier. Pierre-Vincent Guéry, une réaction aux explications données par Jean-Luc Moudenc et Morgan Tellier? Oui, une réaction peut-être sur trois niveaux de réflexion hein, sur des sujets un peu... Le premier, c'est... Il y a une question de principe, une question j'allais dire, de droit et une question de calendrier, quoi. La question de principe, et dans un contexte où l'enseignement catholique n'est pas un militant. Nous n'appelons pas, à ma connaissance, à créer des droits nouveaux, contrairement à d'autres associations qui font leur travail. Nous avons un droit qui est posé. Ce qui peut-être pose problème, ou ce que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est que nous n'avons pas une culture militante du plaidoyer. Alors, on est des gens polis, voilà. Le premier point, c'est un maire, un élu, s'occupe de 100% de ses administrés. Ce qui nous est présenté là. Mais je salue une évidence. Ça serait vous faire insulte que de dire qu'un maire qui ne se préoccupe pas de 100% de ses administrés, c'est peut-être trompé. Or, il y a dans un certain nombre de débats des choses aussi basiques que une sorte de militantisme qui peut aller dans un cas, qui peut prendre l'enseignement catholique comme un objet politique, ce qui n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Nous avons ici des élus qui ne présentent pas ça comme un coin. Ça peut exister, mais ça n'est pas ni sain ni normal. C'est le premier point. Donc je salue une normalité, vous voyez, qui devrait être une évidence. Le deuxième sujet, c'est que l'évidence, c'est l'équité. Les enfants qui ne résident pas dans une commune ne bénéficient pas de forfait. Premier point. Les enfants qui déjeunent à la cantine bénéficient ça et là d'un soutien, alors que la cantine est un motif, le prix de la cantine, on l'a revu, est un motif d'exclusion, et que la cantine, par une subtilité juridique qui m'échappe depuis des années, est un temps qualifié d'accessoire, sachant qu'on sait qu'il est de moins en moins accessoire. La loi ne le dit pas. Le principe constitutionnel qu'a rappelé Philippe Delorme tout à l'heure le dit, point. Il y a liberté d'éducation, au texte subséquent d'assurer la subsidiarité et d'assurer la mise en œuvre réelle. À partir de là, 3 sujets. L'un sur les forfaits, l'honnêteté du calcul. Voilà, ce n'est pas des outils faciles, mais nous avons bien vu tout à l'heure que quand on a un écart de 1 à 22 sur les communes, c'est que manifestement, quelques-uns se trompent un peu trop dans le calcul. Quand les chambres régionales des comptes passent, en ce moment, ça fait, prend tous les rapports de ces 2 dernières années, ils sont tous entre 2500 et 2800. C'est une réalité qui s'impose à nous. Que les coûts soient différents selon les politiques communales, c'est une réalité, mais
pas dans ces proportions-là. Donc là, il y a une question d'erreur. Sur la question de la restauration, nous en rappelons le principe et nous associons immédiatement ce principe à ce qu'évoquait Philippe Delorme, le sens des responsabilités. Nous ne pouvons pas ignorer, nous sommes Français, nous sommes citoyens, nous votons, nous avons des élus qui nous représentent, et ce que vient de rappeler le maire de Toulouse est une réalité réelle. Nous ne sommes pas pressés. Nous pouvons inventer des solutions. Toute solution, pas à pas, qui permet de travailler cette dimension de la restauration va dans le bon sens. Nous aimerions que l'équité soit respectée à 100%. Cela viendra par un travail raisonnable, apaisé. Voilà. La loi changera peut-être un jour, je l'appelle de mes voeux, mais en attendant, certains travaillons ensemble. C'est ça le sens de notre propos, nous sommes responsables. Et ceux qui ne jouent pas ce jeu-là, mais ont choisi de sortir d'un jeu de réglementation, mais qui n'est absolument pas le cas, et c'est ce que vous venez de rappeler tous les trois. Tout ça est une question d'état d'esprit au départ. Est-ce que je veux faire la différence ou pas? Est-ce que je veux cliver ou pas? On va revenir sur ce point-là tout à l'heure. C'est très très important. J'aurais une question pour vous. D'ailleurs, je vais vous la dire tout de suite. Ça ne se fait pas normalement, mais comme ça, vous avez le temps d'y réfléchir. Parce que là, on a 3 exemples qui sont très intéressants, très positifs, qui démontrent des relations solides, très constructives, avec 3 niveaux de collectivité. On a la commune, on a la métropole et on a la grande ville plutôt et le département. Et on a vraiment l'impression que ça se passe très bien, on n'a pas de contre-exemple. Et moi, j'aimerais que Pierre Marcelier et Pierre-Vincent Guéret, à la lueur des témoignages que vous avez peut-être recueillis ici même avec les congressistes, vous nous parliez de situations de blocage, de difficultés de dialogue, comment on peut les combattre quand elles se produisent. Et il y a des chances qu'elles se produisent de manière plus forte et plus nombreuse pour les raisons qu'expliquait Jean-Luc Moudenc, c'est-à-dire un contexte budgétaire qui fournira l'argument à certaines collectivités de ne pas vous aider à la mesure de vos attentes. Thomas Dedieu, alors on a poussé les portes de la cuisine de l'Aveyron. Qu'est-ce qu'on y trouve s'agissant des relations avec les OGEC de votre département? Alors, écoutez, il y a plein de choses à dire là, parce que bon, je vais revenir dans les cuisines, très bien, je vais respecter la consigne. Je rebondis sur les propos de M. Moudenc, sur le coût de revient d'un repas, il faut l'avoir en tête. Je pense que les familles d'ailleurs l'ont pas assez en tête, c'est une préoccupation un message qu'on essaie de faire passer, qu'on évalue nous aux alentours de 7,50 €, 8 €, il faut qu'on le réévalue parce qu'avec l'inflation sur les denrées alimentaires, c'est un vrai enjeu. Je rebondis aussi sur le fait qu'on a d'excellentes filières veau et agneau en Aveyron. Entre autres. Ça, c'est, voyez, toutes les pour ceux qui ne sont pas de l'Aveyron, ça c'est typiquement aveyronnais. C'est-à-dire qu'on tire parti de toutes les circonstances pour vendre sa marchandise. Bien joué. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement. Je continue. Oui, alors la restauration, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui nous préoccupe, nous aussi, pour nos collégiens dans les collèges publics. Et je comprends que ce soit un sujet de préoccupation pour l'ensemble des structures d'enseignement. Et donc on applique, en fait, dans l'absolu, on applique le même principe qui sous-tend l'ensemble de nos politiques jeunesse. C'est-à-dire qu'on n'applique pas un dogme confessionnel, on applique un dogme qui est celui de faire en sorte qu'on touche l'ensemble de la jeunesse dans la perspective de la trajectoire démographique qu'on a aussi, puisque l'enjeu de la jeunesse, c'est un enjeu crucial pour le territoire. Donc le sujet de la restauration et de la mutualisation des systèmes de restauration qu'on a dans nos collèges publics a vocation à desservir des élèves qui soient scolarisés dans le privé ou dans le public, c'est une réalité. Donc qui s'est plutôt développé aujourd'hui vers des écoles primaires publiques. Mais il y a 2 cas en Aveyron aujourd'hui où un collège, la restauration du collège permet de nourrir des élèves des écoles privées, existe dans deux territoires du département. Mais et ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors c'est un peu, ça nécessite d'être un peu remis à plat puisque nous on a fait évoluer nos tarifs. On n'est pas à 2,70 €. 65, non. Vous êtes à combien? Là, on est passé sur un forfait 4 jours, puisque c'est ce qui intéresse notamment le premier degré. On est à 3,88 € à partir du 1er avril. Donc on a augmenté de 20%. Vous avez remarqué, il n'y a pas d'applaudissements. Non.
Non, il faut pas forcément. Mais bon, on considère que ça reste encore très raisonnable. Il n'y a pas de différents forfaits, hein. C'est un forfait unique à 3,88 €. Donc, quand on voit le coût de revient d'un repas, dans une perspective qualitative forte, et on développe une plateforme alimentaire qui va permettre de connecter vraiment les établissements avec les produits locaux. En fait, ça a une vocation, ça a été dit dans un discours, il y a une vocation pédagogique aussi derrière l'acte de nourrir les élèves, pour le bien-être, pour la santé. On en parlera notamment avec l'adjoint au maire de donc ça, c'est crucial. Moudin, et donc c'est pour ça que qui va nous parler de ça. L'intérêt de développer une politique de restauration qualitative à destination d'un jeune, quel qu'il soit, et où qu'il soit scolarisé, c'est quelque chose qu'on peut rechercher, en tout cas que le département recherche. Alors, Pierre-Vincent Guéret et Pierre Marcelian, il nous reste 10 minutes, on essaie de rattraper le temps qu'on a un peu perdu au début. Je ne me permettrai pas de dire que ce sont 3 bons élèves, mais en attendant, il y a des endroits où c'est quand même très difficile. Comment on fait lorsqu'à la différence d'élus comme Jean-Luc Moudin, Morgan Tellier ou d'une collectivité comme le département, quand visiblement, pour des raisons X ou Y et pourquoi pas idéologiques, il y a un blocage par rapport à la volonté de collaborer dans cette bonne entente qui a été décrite à l'instant? Alors c'est toujours un peu embêtant parce que c'est pas l'objectif de ces journées de donner une prime ou d'évoquer ceux qui ont choisi de se situer. Oui, mais c'est intéressant de savoir sur quoi ça. Alors je vais vous donner 3 exemples si vous voulez. Mais comment discutez-vous avec quelqu'un qui ne veut pas dialoguer parce que dans sa tête il est mal construit? Et excusez mes propos, Pierre, je suis peut-être plus, c'est plus facile pour moi. Je vais vous prendre 3 exemples. Allez, ils sont concrets, ils sont réels, ils sont 2024. Je parle pas de 1824 par exemple, vous voyez, parce que là on pourrait se poser la question. Mais je suis maire d'une commune. Annexé à la mairie à un CCAS, c'est un établissement public rattaché. Ce CCAS mène une politique sociale à destination de personnes âgées et aussi de la petite enfance. Je propose aux familles une activité un service de petite enfance. Et en page 15 du règlement intérieur du dit service de petite enfance, passant dans un arrêté qui est en fin de séance de conseil municipal un jour normal, il est écrit: le dossier des familles ne sera recevable que s'ils sont inscrits à l'école publique. Page 15. Que voulez-vous que ça passe? Le contrôle de légalité voit rien, on va parvenir sur la baisse. Et vous avez ce truc qui est une bassesse. Voilà. Vous pouvez prendre un deuxième exemple, vous citiez les différents échelons. Dans ma compétence régionale d'autorité organisatrice des transports, je me penche sur la nécessité d'intégrer les contraintes de finances publiques. Il n'y a aucun mépris dans mes propos, hein. C'est vraiment le travail. Et là, quelque part, va se positionner une proposition de suppression d'une ligne qui, comme par hasard, dessert un établissement qui, il se trouve, est un établissement de l'enseignement catholique. Est-ce sain? Est-ce délicat? Est-ce intelligent? Ou est-ce une mesquinerie de bas étage glissée dans un... Des exemples comme ça, il y en a. 3e exemple, sur le forfait, voilà, je vais expliquer que, en fait, le temps scolaire est un temps partiel et que c'est 140 jours par an qu'une école est ouverte et qu'elle est ouverte 6 heures ou 7 heures par jour. Et donc, je vais prendre le temps de travail de mon personnel d'entretien, etc. Et je vais multiplier ça par 140, enfin, par 365, vous avez compris, enlever. Est-ce digne? Non. D'où est-ce que ça vient? D'une vision mesquine que je qualifierais d'antédiluvienne, qui est en fait l'expression d'une pingrerie bien placée au fin fond des textes, qui est une hostilité de principe. Et si vous voulez le pompon, mais on le sait tous, vous faites une proposition de loi qui dit pour financer la gratuité intégrale du service public d'éducation, je propose de supprimer 8 milliards d'euros, soit la rémunération des enseignants confiés à l'enseignement sous contrat. Et voilà comment je vous propose Ceci existe, ça c'est encore plus récent. Quel dialogue? Nous sommes des gens polis, nous sommes des gens qui dialoguons et nous essayons de nous faire comprendre. Après, à la fin, il y a un truc, ça s'appelle la justice administrative. Malheureusement, ça n'est pas notre tasse de thé, ça n'est pas notre ADN, mais il faut parfois
Mais là, on doit rappeler on rappelle les textes, les lois et le principe de l'égalité. On ne devrait pas avoir à le faire. Voilà. Pierre Marcelier, avant la dernière question aux élus. Juste un mot, j'avais les mêmes mauvais élèves que Pierre Vincent, donc je ne vais pas... voilà. Peut-être, du coup, pour être fidèle à nos traditions éducatives, penser aussi aux élèves en difficulté, mais pas seulement aux mauvais élèves. Il peut y avoir un sujet devant nous qui n'a pas été exprimé ce matin, qui, à mon avis, complète quand même le paysage de manière utile, c'est la question de la baisse démographique dans un certain nombre de territoires. Et là, il faut entendre et comprendre. Je me fais là l'écho aussi de tous les échanges au Salon des maires qu'on a pu avoir et que Philippe Delorme a relaté tout à l'heure. Mais on a aussi l'écoute d'une difficulté. C'est-à-dire quand la seule école publique du village est en totale déperdition démographique, c'est très très compliqué pour le maire de reposer à ce moment-là la question, même s'il a une volonté d'équité, etc. Il faut comprendre la mécanique, d'autant plus que généralement, la baisse démographique ne fait pas baisser le coût de l'élève du public, mais au contraire, généralement, l'augmente en termes de moyenne, puisque les charges constantes ne bougent pas, et que du coup, ils se retrouvent avec, entre guillemets, je me fais là un peu leur défenseur, quoi, avec la double peine d'un forfait plus élevé, etc. Et comment il fait cette équation-là? Et c'est une question qu'il faut qu'on... Je ne dis pas qu'ils ont raison, et je ne dis pas que tout ce qu'on a dit ce matin est remis en cause par ça, mais il faut l'entendre, parce que si on n'est pas à l'écoute de ça, si on n'est pas à l'écoute des territoires, de leur réalité, de la question du maillage, etc., on n'est pas crédible dans ce plateau. Voilà. Merci. Alors, dernière question, et je l'adresse... Vous pouvez l'applaudir, allez-y. Dernière question, je l'adresse aux deux élus, en l'occurrence, parce que Thomas Dedieu, sur les questions politiques, vous m'avez bien dit que vous n'étiez pas en position de pouvoir répondre. C'est une question qui préoccupe. Moi, j'ai discuté avec pas mal d'entre eux, de bénévoles engagés dans l'enseignement catholique, dans des EGEC sur le territoire. C'est la petite musique qui revient. L'argent public doit aller au public. Une volonté, on l'a vu à travers un rapport parlementaire, le rapport Vanier, de remettre en question les fondamentaux de l'enseignement privé dans le système éducatif français. Et puis là, on voit qu'y compris, ça déborde chez certains macronistes qui veulent donner des gages à la gauche, de jouer un peu sur cette ligne-là. Alors la question, je la pose à vous, Morgan Tellier, parce qu'encore une fois, vous êtes socialiste, défenseur de la laïcité, mais néanmoins, cette petite musique-là, j'ai envie de dire, vous la sentez pas trop? Non, je la sens pas trop et surtout, je ne la partage pas. L'argent public doit aller aux enfants. Il ne doit pas aller aux enfants du public, il ne doit pas aller aux enfants de l'enseignement catholique. Il doit aller aux enfants de manière très claire. Voilà. Je crois que c'est le président qui a dit dans son allocution il faut déminer l'opposition que l'on met sur nos enfants. C'est exactement ça. Et là, ce sont nos politiques. J'imagine même pas qu'on puisse dire elle est de droite ou elle est de gauche. C'est un principe idéologique et un principe de bon sens que de se dire on a des enfants sur notre territoire. Le libre choix fait partie intégrante de notre Constitution. Je vous interromps, c'est vraiment des arguments que vous devez faire valoir sur le terrain lorsque vous êtes, comme on dit aujourd'hui, challengé sur ces questions-là. Ce que vient de dire Morgan Tellier, de ce point de vue-là, est très intéressant. J'ai presque du mal à percevoir qu'il faille convaincre un élu de cela. Mais je ne suis pas naïf. Vous ne les connaissez pas tous, voilà. Alors. Je ne suis pas naïf. Alors pour autant, sur le principe d'équité, j'y reviendrai pas. Sur le principe de nécessité d'accompagner l'enfant, quel qu'il soit, je reviens sur le principe de la constitutionnalité et sur le fait du libre choix. Lorsqu'on me pose la question, parce qu'effectivement il y en a qui posent la question, pourquoi est-ce qu'on donne X euros à l'OGEC de notre commune, et alors qu'il pourrait être dépensé peut-être différemment. Je réponds tout simplement que le libre choix, il est fait par les parents. Il n'est pas fait par les enfants.
Et les enfants ne doivent souffrir d'aucune opposition et ne doivent souffrir d'aucune idéologie politique, quelle qu'elle soit. Il y a aussi un autre principe, je sais, alors je vais encore passer peut-être pour une commune qui fait les choses bien, c'est tant mieux, mais le forfait, et ce n'est pas du tout une critique vis-à-vis d'autres élus, parce que autant il faut savoir critiquer lorsqu'ils ne respectent pas la loi, il faut savoir dire quand ils la respectent, mais je vais, moi, au-delà de ce que préconise la loi, pour une simple et bonne raison, et qui a été rappelée par le président de la FNOGEC dans son allocution. Le forfait communal, il est donné à tous les enfants, d'où qu'ils soient, même s'ils ne sont pas de la commune. Pour une simple bonne raison, c'est pas pour me faire valoir ou faire valoir une quelconque idéologie, c'est que il y a une économie locale. Et quand j'ai une centaine d'enfants qui sont dans l'enseignement privé et que j'ai autant de parents qui viennent au bord de l'établissement privé, ils passent inévitablement devant la boulangerie, devant la librairie, devant le supermarché. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une ressource parfois difficilement mesurable, mais c'est une ressource économique réelle pour un territoire. Et ce n'est pas le coût d'un forfait communal qui peut être mesuré en face. Cette équité, là, je pense que beaucoup la réalisent, mais à Nègrepelisse et sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes que je préside, on a une particularité qui n'est pas partout sur tous les territoires, c'est le service petite enfance, enfance jeunesse qui est assuré sur le plan intercommunal. Et là, de manière complètement identique, que ce soit de l'enseignement catholique ou de l'enseignement public, chaque établissement possède un centre de loisirs dans son école, qu'on soit dans l'enseignement catholique ou dans l'enseignement public. Et c'est une importance parce que c'est sur le même principe d'équité. Et là aussi, il faut savoir toute raison garder parce que ça a un coût. Et dans le contexte actuel, il faut arriver à mesurer ces coûts qui sont importants. Et on était faible, très très faible en termes de gratuité. Il y a 10 ans, qu'on soit public ou privé, c'était un service gratuit. La gratuité, je ne suis pas forcément pour du tout. Il y a un coût qui est assumé et l'apport fiscal la gratuité n'existe pas et l'apport fiscal qui doit être porté sur certains dispositifs doit être mesuré et surtout mesurable. Et là, j'ai été obligé, parce que le contexte fait qu'il faut prendre des mesures nécessaires, d'augmenter le tarif du CLAE. Alors c'est vrai que localement, ça fait crisper, mais lorsque je vais vous donner les tarifs, vous allez dire, mais c'est pas possible. Voilà. Alors forcément, lorsqu'on passe de 0 à 15 € par mois maximum pour avoir un service de loisirs le matin, le midi et le soir, ça fait crisper localement, mais je pense que beaucoup de territoires souhaiteraient ne payer que 15 € par mois pour un tel service. Merci Morgan Tellier. Le mot de la fin pour vous, Jean-Luc Moudinque, et je replace encore une fois le débat dans le cadre politique, c'est-à-dire que bon, on a 3 collectivités qui n'ont aucune difficulté à entretenir des relations constructives avec les OGEC, et Morgan Tellier vient de le rappeler, dans l'intérêt des enfants eux-mêmes, hein, égalité des enfants. Néanmoins, je parlais de cette petite musique qui a tendance à monter, je parlais du rapport Vanier, de quelques déclarations récentes qui tentent à remettre en cause le statut, enfin, l'intégration de l'enseignement privé dans le système d'enseignement français. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Ça m'inquiète parce que ça serait une véritable régression. De même que le principe dont on vient de débattre à l'instant, que certains défendent, à savoir que le public doit financer le public, si on applique un tel principe, alors il faut être cohérent. Ça veut dire qu'on ne finance plus aucune association. La réalité, c'est que nous consacrons des millions, et nous avons raison de le faire, à financer des associations qui, bien évidemment, ont un statut privé, qui ont une vie associative rythmée par des considérations individuelles et collectives qui ne sont pas publiques,
et ce, dans le domaine social, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel. Qu'est-ce qu'on ferait sans elles? La réalité, c'est qu'elles assument une mission, alors je ne dis pas de service public, mais d'intérêt public, d'intérêt général, parfaitement complémentaire avec nos missions de service public, et plutôt que, s'agissant de l'intérêt général, d'opposer la notion de public et de privé, considérons l'intérêt général, l'intérêt supérieur. Évidemment, ça demande de faire, voilà, de prendre un petit peu de hauteur dans les débats. Alors je sais que, et nous savons que depuis quelques années, malheureusement, la hauteur de vue ne caractérise plus beaucoup certains débats dans certaines assemblées, à commencer... Que ces choses sont dites de manière élégante. À commencer par l'Assemblée nationale, et il faut se méfier, parce qu'effectivement, il y a certaines tendances qui aimeraient reproduire au niveau local un certain nombre de postures nationales. Hein. Moi, les difficultés sur ces questions-là, je les ai non pas avec toute mon opposition, mais essentiellement avec les Verts, les Insoumis, pour parler clairement. Hein. Il n'est pas interdit que je parle clairement. Et qui constitue, ça c'est la réalité des choses aussi, et elle est nouvelle, qui constitue de loin la majorité. On précise quand même que ces gens-là, entre guillemets, sont les premiers à s'indigner lorsqu'on ferme une école coranique clandestine. Oui, bien sûr, oui, ben, c'est la laïcité à deux, ouais, voilà. Voilà, hein, avec deux versions. Voilà. Alors après, effectivement, l'autre risque qui a été évoqué, et qui est réel, parce que ça c'est un risque qui risque de, c'est le cas de le dire, qui risque de prospérer dans les années à venir, c'est que nos difficultés, nos contraintes budgétaires et financières, qui sont réelles, qui vont s'aggraver, ben, certains peuvent s'en emparer comme belle occasion opportune qui se présente à eux de prendre des positions négatives pour, en réalité, renouer avec un tréfonds idéologique que ces dernières années, on ne mettait plus trop en avant. Voilà. Ça, c'est un véritable risque. Et ce que je crois, c'est que, et je rebondis sur le propos du secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme, qui l'a dit, c'est qu'on a des difficultés les uns et les autres, et notamment des difficultés financières. Qui n'a pas de contraintes financières aujourd'hui, dans le privé ou dans le public? Qui n'en a pas? Pas grand monde, à la vérité. Et donc, plutôt que de nourrir l'antagonisme entre structures qui appartiennent à des sphères différentes, qui peuvent avoir des cultures, des traditions différentes, ben, dialoguons sur nos difficultés, qui tantôt seront des difficultés plus identiques que l'on croit, tantôt des difficultés que l'on ne soupçonnait pas chez l'autre, mais parlons de nos difficultés réciproques, autrement dit, faisons prévaloir le dialogue, et à partir de là, construisons des solutions. Peut-être pas des solutions aussi idéales qu'on voudrait, parce qu'on n'en a pas les moyens, ou on n'en a plus les moyens. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a un certain état d'esprit positif, on peut avancer ensemble, y compris en période de difficulté. Merci. Merci à tous les cinq et pour le témoignage de votre soutien à l'enseignement catholique, j'ai envie de dire aussi et avant tout aux enfants qui sont scolarisés et puis les quelques démonstrations très concrètes que vous avez faites. Merci à tous les cinq.